Donc, monsieur, oui, d'accord. Ouais. Non, monsieur Gavino, vous avez suivi les cours d'astrophysique. Je repars au début de votre formation, d'astrophysique dynamique de Jussieu, de l'Observatoire de Paris. Et vous avez eu l'occasion de travailler au SETI Institute et à la NASA en Californie sur l'exploration martienne et sur le chaos dans les systèmes planétaires. Votre thèse, vous l'avez passée au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux avec un travail sur la modélisation de formation des systèmes planétaires, tout en tentant le lien avec l'astrochimie. Vous êtes maintenant post-doctorant à l'Institut Niels Bohr à Copenhague, donc depuis mars 2021, et vous continuez à travailler sur la modélisation dans le cadre d'un projet international d'observation des zones de formation stellaire avec le télescope ALMA. Maintenant, vous avez peut-être certainement d'autres choses à nous dire sur vous. On vous écoute. Ça marche. Alors, ça. Voilà. Alors, bonsoir à tous, oui, c'est déjà le soir. Donc, merci pour l'introduction et merci pour l'invitation. Oui, comme je disais, je suis très, très content de pouvoir revenir dans la région bordelaise où j'ai fait ma thèse. Donc, c'est beaucoup de souvenirs, virtuellement malheureusement, mais un jour présentiellement peut-être. Donc, voilà, donc je vais parler, donc je vais essayer, en tout cas, essayer, je pense que c'est le bon terme, de vous en dire un peu plus sur ce qu'on sait sur l'origine de la complexité moléculaire. Alors, pas sur Terre, malheureusement, ce n'est pas du tout mon domaine, mais plutôt dans notre système solaire, ou plutôt même, je dirais, dans un système de planètes en général. Voilà. Donc, je parlais de la Terre. Cette planète, a priori, vous la reconnaissez, elle nous est toute familière. Et, donc, normalement, la plupart d'entre vous sont nés ici, hein, normalement. Et c'est dommage parce que en fait, c'est le seul exemple d'écosystème, c'est le seul exemple du vivant qu'on connaît dans l'univers. On n'a pas d'autres exemples que nous-mêmes. Et ce n'est pas, enfin, en tout cas, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas reproductible. Et en science, ça, on n'aime pas trop. Mais bon, on va faire avec. Et donc le premier pari de l'astrophysique, ça a été de dire que la physique dans l'univers est la même que celle qu'on connaît sur Terre. Jusqu'à maintenant, ça a marché parfaitement. Et si la physique est la même, alors il n'y a pas de raison que la chimie, par exemple, soit différente. Et ça marche, on est capable de comprendre l'origine chimique de la plupart des réactions qu'on observe dans l'univers. Et qu'en est-il de la biologie, du vivant, de la biogénèse, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, spoiler alerte, c'est compliqué. Et l'avantage du coup de la physique et de la chimie, c'est que c'est facile de l'observer dans l'espace. On le fait depuis assez longtemps maintenant. Donc, on n'a encore aucun exemple concret de biogénèse en dehors de l'environnement terrestre. Mais on sait en tout cas sur Terre qu'en tout cas que le vivant peut prendre un grand nombre de formes, c'est extrêmement divers. J'ai mis un exemple ici non exhaustif à gauche. Et à droite, comme vous pouvez le voir, c'est la biologie qu'on voit dans l'univers. Donc voilà. Comme vous vous en doutez, en vrai, on ne sait pas. Et je pense que si je devais résumer d'ailleurs toute ma présentation finalement par une seule phrase, ça serait je ne sais pas. Voilà. Mais maintenant, alors, si je demandais ici, est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie dans l'univers? Je suis sûr que finalement, il y aurait sûrement une majorité de gens qui lèveraient la main, moi y compris. Mais c'est de manière un peu c'est presque dogmatique finalement, et on a été amené à avancer, je sais pas, philosophiquement et même sociologiquement, pardon, avec la science-fiction, la littérature, etc., qu'il y a forcément de la vie dans l'univers. Et on entend souvent dire que dans un univers suffisamment grand, les possibilités et les circonstances sont suffisamment nombreuses pour que le phénomène du vivant soit générique. Et c'est justement le caractère générique dont on va discuter durant cette présentation. Et du vivant, mais on va essayer aussi, mais surtout du caractère générique des systèmes planétaires. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, la réponse à la question « est-ce qu'il existe de la vie ailleurs ?» elle ne peut pas être une réponse scientifique, parce qu'il n'y a aucune observation qui dit qu'il y a de la vie ailleurs, et de même qu'il n'y a aucune observation en fait, qui dit qu'il n'y en a pas. Et bon, mais en fait, voilà, si on se pose la question, ok, bon, très bien, mais la recherche de la vie, ça requiert une définition a priori universelle, généralisée. Et là, voilà, là c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de définition, disons, définitive qui fait consensus en tout cas. Typiquement, pour faire écho à l'actualité, la question de savoir si par exemple un virus est un organisme vivant ou pas, ce n'est pas résolu, quoi. Et les définitions de la biogénèse du vivant sont très controversées.
il y a très peu de termes en fait en sciences qui ont été définis de manière aussi peu satisfaisante. Et si vous me demandez personnellement, je ne saurais pas y répondre. Mais voilà, alors, je donne quelques exemples ici, hein. À gauche, pendant la conférence célébrant la conférence de Schrödinger, intitulée en français Qu'est-ce que la vie? On a Manfred Hagen qui a tenté de résumer le tout en trois caractéristiques basiques, hein. Donc, un, c'est l'autoreproduction, pardon. C'est-à-dire que sans ça, l'information est perdue, hein, à chaque génération. Il y a la mutation, puisque sans ça, l'information est invariante. Et enfin, il y a le métabolisme, puisque sans métabolisme, un organisme, une cellule, hein, atteint un état d'équilibre avec son environnement, et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. De ce qu'on sait, un organisme, ce n'est pas en équilibre avec son environnement, il prend d'énergie, la bonne énergie pour la convertir en énergie thermique inutilisable. Enfin, voilà. Et on a un autre exemple à droite, formulé par Koechlin, hein, qui propose ce qu'il appelle les 7 piliers de la vie. Et alors, il y a quelques piliers qui ne sont pas communs dans la définition, par exemple le point 5, qui dit que la perte d'énergie doit être compensée, hein, et en particulier le dernier point, le plus intéressant, je trouve, c'est la séclusion, c'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait traduire en langage commun par la vie privée, en fait. C'est-à-dire que dans une cellule, par exemple, il doit pouvoir ici produire les réactions chimiques nécessaires à son fonctionnement sans perturber les autres cellules. Bon, voilà. Mais en tout cas, pour comprendre l'origine de la vie, hein, ce qu'est la vie, ça nécessite en tout cas un tas de disciplines scientifiques imbriquées les unes aux autres, de sorte que ce qu'on appelle l'astrobiologie ou l'exobiologie, hein, c'est plein de choses différentes et ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Ça se retrouve même un peu dans ma présentation, hein, avec des parties qui vont sûrement avoir forcément qui vont être assez différentes les unes des autres. Alors aujourd'hui, voilà. Ce soir, on va essayer d'aborder la question de complexité d'un point de vue astrochimique, et donc pas nécessairement de la vie en elle-même, hein, ce n'est pas forcément mon métier. Je ne saurais pas en parler convenablement, pardon. Mais je vais plutôt parler des circonstances qui peuvent y mener. Et à vrai dire, je vous ai menti avec mon titre, parce que je parle d'origine de la vie et ça, on ne sait pas. Et je parle de complexité et ça, de ce qu'on voit dans l'espace, ce n'est pas super complexe. À part ce qu'on voit dans le système solaire, bien sûr, les comètes, par exemple, on va y venir. Alors du coup, ma présentation va être en deux parties. Une partie macroscopique, où je vais brièvement introduire la formation des planètes, sans se soucier forcément de la composition de la matière. Et une partie microscopique, où on va cette fois s'intéresser on va se demander de quoi cette matière est constituée, quelle matière va former les planètes. Est-ce qu'elle est simple, est-ce qu'elle est complexe, est-ce qu'on trouve des molécules, quel rôle l'espace joue dans la complexification de la matière, etc. Et ensuite, une troisième partie où on va essayer d'aborder la question de où est-ce que la vie se situe entre les deux, dans tout ça, quoi. Voilà, donc dans cette première partie, on va survoler un peu la formation des planètes, donc depuis le milieu interstellaire jusqu'au système solaire. Alors comment expliquer la formation d'un système solaire, d'un système de planètes? Est-ce qu'on peut en donner un modèle standard, un modèle générique? Quand on regarde le système solaire ici, donc, ici les tailles et les distances sont proportionnelles, hein, mais il n'y a pas de proportionnalité entre les distances et tailles, bien sûr. Enfin, on remarque en tout cas facilement deux choses. C'est que la première, c'est que le système solaire est plan, hein, quelques degrés près, mais globalement, ça n'a pas l'air aléatoire, en tout cas, les dispositions. Et toutes les planètes tournent dans le même sens, hein. Donc, il y a une unicité de sens de rotation et une coplanarité approximative des orbites. Et la deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'il semble que le système soit bien agencé, enfin divisé en deux zones, hein, où on observe des planètes telluriques petites, pauvres et proches du Soleil, et une autre où on observe des planètes gazeuses, très massives et plutôt loin de l'étoile, en fait, et beaucoup plus grosses. Et donc, comment expliquer cette dichotomie? Est-ce que c'est générique? Est-ce que c'est la même partout? Est-ce que c'est la même chose dans la galaxie? Donc, on va essayer de voir ça. Mais bon, alors avant de commencer, j'aimerais aussi mettre les choses un peu en perspective et donner une idée des ordres de grandeur en jeu et des challenges observationnels que ça implique. Donc là, je vais montrer une jeune étoile et son disque d'accrétion, qui est censé être le siège de la formation des planètes autour de l'étoile. Et on va partir du... alors, peut-être baisser le son. Oui, c'est ça. On va partir du ciel tel qu'on le voit depuis la Terre, hein, évidemment, à l'aide d'images composites, hein, c'est des images grand champ, etc. Et donc là, on va zoomer vers une zone de formation planétaire qui s'appelle Hachelto. Enfin, c'est l'étoile même qui s'appelle Hachelto. Et voilà, il faut bien réaliser que ce disque, hein, ce n'est pas le plus lointain, ce n'est pas le plus difficile à observer, c'est un objet assez connu qui est très, très étudié. Et
Et alors, pour percer donc la zone bleutée là, qui est en train d'apparaître, qui est l'enveloppe du nuage qui s'est effondré, il va falloir utiliser un autre télescope. Alors évidemment, là, c'est une animation, mais c'est des vraies images, hein, bien sûr. Et donc là, jusqu'à maintenant, on était dans le visible, jusqu'à maintenant. Mais pour observer ce qu'on appelle le disque protoplanétaire, on va plutôt utiliser un radiotélescope, le télescope ALMA au Chili, en l'occurrence ici, voilà, qui va laisser apparaître le cœur le disque que son étoile est en train de mettre. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc voilà, donc les disques protoplanétaires, c'est des objets, comme on a pu voir, c'est des objets très compacts, qui sont peu lumineux, qui sont très difficiles à observer. Et en vérité, là, ce genre d'image, en fait, c'était impossible il y a 15 ans, en fait, quelque chose comme ça seulement. Voilà, donc maintenant, quel est le scénario théorique pour former une étoile et son cortège de planètes? Donc, de manière synthétique, bien sûr. Alors, au départ, on a un nuage dense, composé de gaz et de poussière interstellaire en rotation, idéalement, et qui va, pour des raisons pas forcément connues, en tout cas, qui va s'effondrer sur lui-même pour former un cœur dense, qui est le précurseur de l'étoile qui va naître. Et la matière, donc l'enveloppe autour en rotation, va s'aplatir, littéralement comme une pâte qu'on ferait tourner autour d'un axe, par exemple. Et donc, ça va finir par former un disque protoplanétaire, si on suppose que des planètes vont s'y former. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Et donc, il y a tout un tas de processus physico-chimiques qui vont avoir lieu. Et la poussière contenue dans le disque va s'agglomérer pour former le cœur des planètes, qui vont à leur tour accréter le gaz environnant, etc. Le gaz se dissipe finalement pour laisser un beau cortège de planètes autour d'une nouvelle étoile jeune et en pleine forme. Voilà, donc là c'est un résumé du processus qui forme un cycle finalement, puisque le résidu de la mort de l'étoile, enfin les résidus vont à terme nourrir le milieu interstellaire qui pourra former d'autres étoiles et ainsi de suite. Donc alors bien entendu, ça c'est une version simplifiée et on va voir que c'est évidemment plus compliqué et surtout, en fait, on va voir surtout qu'on ne sait pas tout à fait comment les planètes se forment en réalité. Alors, voilà. Alors avant tout, on risque de s'imaginer qu'on voit nécessairement les disques vus de face, comme ça, mais il n'y a aucune raison que ce soit le cas, bien sûr, puisque l'orientation est parfaitement aléatoire. Et du coup, j'ai mis à gauche des exemples de vraies images de disques vus par le côté, vus par la tranche, comme si on observait un disque de musique vu sur le côté. Et la première chose qu'il faut noter, c'est qu'un disque n'est pas parfaitement plat. Il y a une extension verticale due au chauffage de la matière par l'étoile. Donc un disque, en première approximation, c'est un système en équilibre thermodynamique. Bon. Et tout comme le milieu interstellaire, il est constitué de gaz et de grains de poussière. Et donc les grains de poussière ont une taille initiale très petite, nanométrique, voire peut-être micrométrique. Et ce qui se passe à l'intérieur des disques, par rapport à ce qui se passe dans le milieu interstellaire, c'est très différent. Parce que les grains ici vont se former, ils vont se coller, ils vont se percuter, ils vont grossir, et c'est tant mieux pour nous. Donc on va essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe pour la poussière et qu'est-ce que fait le gaz une fois dans le disque. Et dans un premier lieu, on voit que la poussière va se concentrer dans le plan du disque, plutôt ici, comme sur le schéma ici. Et c'est exactement comme des particules dans un verre d'eau qui iraient doucement au fond. C'est exactement pareil. Donc il y a quand même un peu de turbulence, et donc la poussière n'est pas exactement concentrée dans le plan, c'est pas totalement plat. Mais en gros, le disque collecte la majeure partie de la poussière dans le plan, et donc à cet endroit-là, la densité va augmenter, et c'est très bien, parce que la probabilité d'interaction et d'agglomération est beaucoup plus grande. Mais on va voir aussi qu'il se passe une chose importante, c'est que la poussière va migrer vers l'intérieur du disque à cause des frottements avec le gaz. Et voilà. Alors avant, comment est-ce que les grains collent entre eux? Comme je disais, à l'origine, les grains sont très petits, et quand ils se percutent, ils peuvent se coller grâce à des forces électrostatiques, puisqu'ils sont tellement petits que les forces électrostatiques entre eux ne sont pas négligeables, ce qui va construire des petites structures, des agrégats microscopiques. Sauf que le résultat de la collision dépend de l'énergie à laquelle les deux agrégats vont se percuter. Si la vitesse relative entre deux grains est trop grande, ils ne vont plus coller, voire même ils peuvent se détruire. Donc la question là va être donc de savoir quelle énergie de collision doit-on s'attendre dans les disques, à quelle vitesse est-ce que les agrégats vont se rencontrer les uns les autres. Et donc je parlais de migration sur le visuel précédent, et pour répondre à cette question, on peut regarder à quelle vitesse migrent les grains vers l'intérieur, puisque ça va être une des principales sources d'interaction entre les grains en fait. Donc il faut discuter de la migration un peu plus en détail. C'est une partie un petit peu compliquée de la présentation, mais en même temps c'est l'origine fondamentale de tous les problèmes, et que si on comprend le processus de migration,
on comprend une des problématiques majeures qu'ont eu les astrophysiciens, en tout cas liées à la formation des protoplanètes. Alors donc on y va, on va y aller. Donc là, voilà, on a un schéma d'un disque vu du dessus, hein, et de la proto-étoile au centre, l'étoile qui n'est pas encore formée, donc vu d'en haut. Imaginons qu'on a ici une parcelle de gaz en vert et un grain de poussière en jaune. Donc on va supposer qu'ils sont quasiment au même endroit. La poussière et le gaz subissent évidemment la force de gravitation de l'étoile, hein. Ils sont tous les deux en rotation. Sauf que pour le gaz, c'est différent, parce que le gaz, lui, il ressent en quelque sorte sa propre pression. Et dans un disque, il existe ce qu'on appelle ici un gradient de pression. C'est-à-dire que, comme on l'a vu juste avant, la matière, globalement, elle est accrétée par la protoétoile. Donc la densité de gaz est beaucoup plus proche, est plus grande proche de l'étoile, et diminue à mesure qu'on s'éloigne de l'étoile. C'est tout à fait similaire en fait à l'atmosphère, où la pression est plus grande au sol, par exemple, et diminue avec l'altitude, voilà, parce que l'atmosphère est comprimée par la gravitation. Bon, c'est exactement pareil ici, à deux, trois choses près. Donc la pression ressentie par le gaz, par la parcelle de gaz, quand il regarde l'étoile, elle est plus grande devant lui que derrière lui. Donc en fait, c'est comme si chaque parcelle de gaz subissait une force additionnelle dans le sens opposé à la force de gravitation. Et ça a pour conséquence que le gaz tourne moins vite que la poussière. Et donc la poussière est freinée par le gaz, qui la ralentit. Et quand on ralentit un objet en orbite, hein, l'objet il va se mettre à tomber vers l'étoile, en spirale évidemment, et on dit qu'il migre vers l'intérieur. On parle de migration. Et donc la vitesse de migration, on va le voir qu'elle dépend de la taille du grain. Et donc nous, on veut calculer la vitesse de migration selon la taille des grains. Mais du coup, c'est là qu'on va avoir un problème, parce que jusque-là, on disait que les planètes se formaient à partir de l'agglomération, etc. La collision et le collage de grains, grâce à la collision et le collage de grains de plus en plus gros. Mais on sait aussi que les collisions ne doivent pas être trop violentes pour que les grains collent, hein, sinon ils se détruisent. Or, en fait, la vitesse de migration dépend de la taille des grains. Et les grains trop petits, eux, ils sont entraînés par le gaz, hein, comme du pollen, ils ne migrent pas, donc ce n'est pas très grave. Les grains trop gros, pareil, hein, ils ne sont pas impactés par le gaz, hein, exactement comme une boule de pétanque dans un courant d'air. Mais entre les deux, il existe une gamme de tailles, hein, qui va être impactée. Et donc, certains grains migrent très lentement et d'autres très vite. Et ce que nous disent les calculs, c'est que d'abord, effectivement, les grains commencent à grossir par collage. Ils commencent à migrer de plus en plus rapidement, jusqu'à atteindre une certaine taille, et la vitesse de migration diminue. Hein, c'est l'effet boule de pétanque. Alors d'accord, mais du coup, dans leur course, ils rencontrent des grains qui migrent beaucoup plus rapidement ou plus lentement, parce qu'ils sont à d'autres stades de leur formation. Et tous les calculs montrent que le rapport entre taille et vitesse de migration est destructeur dans les disques, que les grains vont avoir tendance à se fragmenter. Et les calculs nous disent qu'il existe une taille limite au-delà de laquelle les grains ne peuvent plus grossir. Et cette taille limite, elle est de l'ordre du centimètre, en gros. D'ailleurs, ce problème, on l'appelle la barrière du centimètre. Donc, je leur donne une petite illustration ici, voilà, où la collision entre deux grains, donc entre un grain centimétrique et un grain plus gros, va détruire le grain plus gros. C'est typiquement ce qui se produit. Et alors, donc, il existe d'autres phénomènes limitants, hein, et d'autres barrières, en fait. Mais celle-ci, c'est l'une des plus problématiques. Et c'est dommage parce que nous, on aimerait bien former des planètes et on n'est même pas capable de comprendre comment dépasser le centimètre. Et encore aujourd'hui, hein, il existe des modèles très prometteurs, mais on ne sait toujours pas concrètement comment dépasser le mètre, par exemple. Et donc, on ne peut pas tricher, hein, parce qu'on sait que ça a dû nécessairement poser problème, parce que quand on casse une chondrite en deux, une météorite primitive qu'on voit sur l'image, on voit qu'elles sont constituées de particules individuelles qu'on appelle des chondrules, qu'on peut voir ici, les petits chondrules qu'on voit ici, et qui ont une taille millimétrique ou centimétrique, de l'ordre du centimètre. Et on sait par définition que ça a été un problème, du coup, on le voit. Mais on sait aussi que la nature a trouvé une solution. Et donc, je vais montrer un exemple de solution envisagée par les astrophysiciens. Et c'est une des plus prometteuses, c'est ce qu'on appelle en anglais la streaming instability. Alors, c'est-à-dire qu'on sait a priori que le grain ne dépasse pas le centimètre, d'accord, mais on sait qu'il est tout à fait possible, en fait, qu'à un moment donné, il se retrouve en grand nombre dans un même endroit du disque, très localement, dû à des instabilités, du coup, de pression locale dans le gaz, par exemple, qui va bloquer tous les grains qui migrent. Donc, je montre ici une simulation numérique, hein, de ce phénomène, et on voit une portion ici du disque, et les zones bleu clair sont des zones où la densité de poussière est très grande. Et donc, les grains se retrouvent par milliards, en fait, dans ces touffes, dans lesquelles ils vont subir un mouvement collectif, jusqu'à
jusqu'à engendrer collectivement une autogravité commune et s'effondrer en fait les uns sur les autres. Et la taille de ces touffes, elle est de l'ordre en général du kilomètre, en tout cas dans ces simulations. Et donc, on se retrouve au final d'un coup avec des blocs qu'on appelle des planétésimaux de plusieurs centaines de mètres et qui seront plus tard le cœur des protoplanètes. Donc, on voit une petite qui vient de se former ici, une deuxième là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la formation des planétésimaux, des cœurs des planètes, c'est un processus collectif qui se fait d'un coup. Et ce n'est pas comme on le pensait avant, un phénomène continu d'accrétion où petit à petit, les cailloux deviennent progressivement de plus en plus gros. En vérité, c'est plus compliqué que ça. Et donc, voilà, une fois que les planétésimaux sont créés, on a maintenant affaire à des processus individuels. La gravité de l'objet du planétésimal est suffisante pour accréter la matière environnante maintenant. Mais est-ce que les planétésimaux attirent d'autres planétésimaux qui seraient un peu plus petits? En fait, non. Ils accrètent surtout la poussière cette fois-ci, pour deux raisons. La première, parce que la poussière continue de migrer. Le nouveau noyau, il n'est pas isolé du disque, il reçoit un flux permanent de grains, c'est-à-dire que j'attrape dans les particules qui passent à côté de moi. Je continue de grossir. Et de deux, parce qu'en plus, le gaz qui commence à s'accréter autour du noyau va freiner la poussière qui passe à proximité, qui va facilement s'effondrer sur le noyau du coup. Alors qu'un autre planétésimal qui passe à côté ne va pas être freiné comme une boule de pétanque. Il ne va pas être freiné par le gaz et peut continuer sa course beaucoup plus facilement, comme on peut voir sur l'animation. Le planétésimal, ici, c'est l'objet en gris. Ils ont tous les deux la même trajectoire initiale, mais le grain de poussière, il fonce sur le planétésimal, tandis que l'autre planétésimal, il passe à côté. Et le dernier point fondamental, donc avant d'avoir un système complet, c'est-à-dire on s'attend à ce que la partie extérieure du disque est plus froide et la partie intérieure est plus chaude, puisqu'on est plus proche de l'étoile. Donc la glace se forme qu'à partir d'une certaine distance de l'étoile. C'est ce qu'on appelle la ligne des glaces, vous connaissez sûrement. Et il faut savoir que le collage des grains est plus efficace quand ils sont entourés d'une couche de glace, en fait. C'est-à-dire qu'ils grossissent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement du côté extérieur de la ligne des glaces, puisqu'ils sont entourés d'une couche de glace, qu'à l'intérieur. Ils vont former donc très rapidement des planétésimaux qui vont accréter le gaz environnant encore dense et donc du coup et devenir des planètes géantes gazeuses de type Jupiter en fait. Et à l'inverse, les grains qui sont beaucoup plus à l'intérieur, silicatés et sans glace, quasiment nus en fait, parce qu'ils sont chauffés par l'étoile, ils vont coller beaucoup moins efficacement. Ils forment des planétésimaux, c'est vrai, mais beaucoup plus tardivement. Et une fois même que le gaz a commencé à se dissiper finalement. Et donc, on se retrouve avec des planètes telluriques plus petites et plus pauvres en éléments. Donc, on a donc à terme des petites planètes intérieures et des planètes extérieures très riches, des planètes géantes, et qui ont mangé en fait la plus grosse part du gâteau, du disque. Et en fait, on retrouve un peu l'architecture du système solaire, qui porte les cicatrices des conditions initiales en fait. Donc le système solaire en fait correspond globalement, donc sans rentrer dans les détails, mais il correspond à la théorie et au modèle qu'on a. Donc à partir de là, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'architecture du système solaire soit générique dans la galaxie. Sauf qu'on va voir que ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui, donc là c'est la ligne de glace, pardon, je l'ai pas mis. Voilà, donc je disais que ça ne s'est pas passé comme prévu. On va voir ça par la suite. Mais alors avant ça, on va discuter un peu plus en détail, cette fois, des questions plutôt microscopiques du disque. Et notamment, on va parler de l'évolution chimique de la matière. On a vu globalement comment la matière informe un système. Et maintenant, on va essayer de comprendre de quoi est constituée cette matière et dans quelle mesure elle peut amener les précurseurs du vivant, par exemple. Alors voilà, là, vous l'aurez reconnu, on a un tableau périodique des éléments qui regroupe tous les atomes connus dans l'univers, par ordre de masse principalement. Et on a par définition, dû aux conditions initiales de l'univers, on a un jeu d'éléments très simples, les plus simples en fait. On a les deux plus légers de l'univers, l'hydrogène ici et l'hélium à droite, qui constituent à eux deux la majeure partie de la masse dans l'univers, encore dans l'univers aujourd'hui. Et maintenant, on sait qu'il existe des éléments plus lourds, carbone, fer, uranium, etc. Alors, ces éléments plus lourds, disons par exemple du lithium jusqu'au fer, sont principalement synthétisés dans le cœur des étoiles et ils sont renvoyés dans l'espace après, à la fin de vie de l'étoile. Alors pour les éléments plus lourds comme l'or, par exemple, leur synthèse elle provient d'ailleurs. Elle provient par exemple des étoiles à neutrons. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet.
Et la fraction en fait, des éléments plus lourds est si faible dans l'univers que le tableau périodique d'un astrophysicien il ressemble plutôt à ça, avec voilà, l'hydrogène et l'hélium qui constituent l'immense majorité de la masse, et le reste est globalement réparti entre carbone, azote et oxygène. Et si on veut encore plus de drama, les astronomes ils s'en foutent complètement. Tout ce qui est plus lourd que l'hélium, ils vont parler de métaux. Comme ça, c'est réglé. Et bien sûr, alors, le Saint Graal en astrochimie, c'est de détecter non pas des atomes, mais des molécules, donc c'est-à-dire un groupement d'atomes, et si possible, des molécules complexes, et en plus dans les disques protoplanétaires. Alors, le milieu interstellaire, hein, on observe déjà beaucoup d'éléments et on sait caractériser assez bien l'environnement. Et par exemple, on peut distinguer 4 régions type qu'on peut voir ici. Donc, on a une région composée d'étoiles, hein, qu'on ne peut pas louper. On a une région plutôt rouge, hein, qui correspond ici à l'émission de la structure fine de l'atome d'hydrogène, qui est l'atome voilà, le plus abondant dans l'univers. On a aussi des petites zones bleutées qui correspondent donc là, typiquement à la réflexion de la lumière par la poussière. Et puis on a des régions plus sombres ici, qui sont des zones donc, plus denses en fait. C'est pour ça qu'elles sont plus sombres, c'est qu'elles sont plus denses, elles sont plus opaques et plus froides. Et c'est précisément dedans que s'effondre la matière, hein, et dedans que naissent les étoiles. Donc ici, là, on bouge un peu et on reconnaît la tête de cheval, hein, que vous connaissez sûrement, la tête du cheval, qui est en tout petit ici, qui est une zone typique évidemment de formation stellaire. Et c'est pas parce qu'elle est sombre qu'il ne s'y passe rien. En fait, au contraire, il se passe beaucoup plus de choses là-dedans. Voilà. Mais alors concrètement, comment on observe des molécules ou des atomes? C'est-à-dire que comment je sais, par exemple, que la lumière rouge qu'on voyait était émise par de l'hydrogène? Voilà, on le sait grâce à la spectroscopie, grâce à de télescopes très puissants, hein, qui examinent en détail les émissions électromagnétiques. Et les électrons des atomes ou des molécules, par exemple, lorsqu'ils changent d'état, ils émettent une lumière dans une fréquence qui est unique pour chaque élément. Donc les molécules, par exemple, lorsqu'elles vibrent ou tournent sur elles-mêmes, donc c'est un effet physique de physique quantique, hein, les vibrations et les rotations sont quantifiées, bien entendu, mais elles vont émettre un rayonnement type propre à chaque molécule. Et c'est en quelque sorte leur signature, hein. Elles signent leur présence. Et il y a tout un tas de phénomènes dans l'espace, heureusement, qui peuvent exciter les électrons et faire vibrer, par exemple, ces molécules. Et les émissions dues aux transitions électroniques, rotationnelles ou vibrationnelles des molécules, par exemple, elles émettent typiquement dans l'infrarouge lointain plutôt, et surtout les ondes radio, d'où l'utilisation d'antennes, comme on peut le voir sur l'image ici. Ici, voilà, c'est l'interféromètre ALMA, dans le désert d'Atacama au Chili. Et donc ça, c'est le plus grand radiotélescope du monde, hein, qui réunit 66 antennes, entre 7 et 12 mètres de diamètre. Et c'est un des jouets favoris des astrophysiciens et des chimistes. Voilà, alors, comme on l'a suggéré aussi, hein, le milieu interstellaire il est constitué de poussière. Alors, ce n'est pas du tout la poussière que vous avez sur vos meubles. C'est des particules solides, hein, qui sont carbonées, silicatées, microscopiques, voire nanoscopiques en fait, qu'on appelle aussi grains. Et comme tout objet qui possède une température, hein, un grain va émettre de la lumière. Tout comme un être humain qui va plutôt émettre dans l'infrarouge, hein, quand sa température corporelle est de 37 degrés, si cette personne va bien. Et un grain avec une température de, disons, 100 degrés au-dessus du zéro absolu, hein, il va émettre dans l'infrarouge lointain. Et c'est intéressant parce que non seulement on peut les observer, mais on peut aussi avoir une idée de leur taille, en fait, hein, de leur taille typique et de leur composition, parce que leur lumière aussi dépend de leurs caractéristiques. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, alors, voilà, dans le milieu interstellaire, on a répertorié pour l'instant, en tout cas là c'est en date de 2018, 204 molécules différentes. Les deux tableaux ici donnent le recensement complet, hein, en fonction de la taille de la molécule. Hein. Et il y a seulement 16 atomes en tout différents qui permettent d'agencer toutes ces molécules. Donc, le principal, c'est l'hydrogène qu'on retrouve au moins dans une molécule sur 2, voire sur 3 peut-être. Mais bien sûr, on voit aussi beaucoup de carbone, comme je disais tout à l'heure, hein, beaucoup de carbone, d'oxygène pour les principaux. Et comme on peut le voir aussi, on a détecté pas mal de molécules pour le coup, assez complexes. Hein. Les plus grandes répertoriées, c'est les fullérenes, hein, c'est des molécules de la famille des fullérenes, dont je montre la structure ici. Hein, ici, c'est le C60, hein, qui rappelle la structure d'un ballon de foot. On les appelle comme ça, d'ailleurs. Et c'est des molécules composées uniquement de carbone. Et c'est des chaînes de carbone, hein, avec une structure géométrique.
Et la plus grosse observée dans l'univers, hein, c'est une chaîne de 70 carbones dans une nébuleuse planétaire. Et, sur Terre, voilà, sur Terre, les êtres humains ils les utilisent comme nanoparticules conductrices pour des applications pharmaceutiques, hein, principalement. Voilà. Mais alors, comment on forme des molécules? Ou plutôt, quelles conditions permettent la formation des molécules dans l'espace? Alors, c'est des conditions assez basiques, en fait. Donc, il faut des conditions assez basiques et il faut d'abord des conditions de température. C'est-à-dire que la plupart des réactions chimiques se produisent uniquement dans une certaine gamme de température. Et inutile de préciser que dans l'espace, hein, il fait froid en général, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Il faut aussi des conditions de densité. Hein, il faut que la densité de matière soit suffisante pour que la probabilité que les divers éléments se rencontrent ne soit pas trop faible. Sinon, il ne se passe rien, ou rien d'intéressant en tout cas. Il faut des conditions d'irrigation, c'est-à-dire que si on est trop proche d'une source de rayonnement ultraviolet, par exemple, trop proche d'une étoile typiquement, les potentielles molécules vont être détruites. Le rayonnement ultraviolet, c'est une des pires choses pour une molécule complexe. Et ce n'est pas pour rien que l'été, on met de la crème solaire. C'est pour se protéger du rayonnement ultraviolet qui pénètre l'atmosphère et va abîmer l'ADN des cellules de la peau. Voilà. Et à l'inverse, également, si on est trop proche d'une source de rayons gamma ou rayons X, hein, comme un disque d'accrétion autour d'un trou noir, c'est pas super non plus. Mais il y a une dernière chose qui est moins connue, mais qui est fondamentale, et c'est la principale raison pour laquelle la complexité se produit dans l'univers. En fait, il y a un mot magique, c'est la présence de catalyseurs. Alors, qu'est-ce qu'un catalyseur? C'est simplement une substance qui provoque une réaction chimique qui ne se serait pas produite sans sa présence, ou qui augmente la vitesse d'une réaction d'ailleurs, et surtout sans interférer avec la réaction, c'est-à-dire sans changer le résultat de la réaction. Ça, c'est super important. Et dans l'univers, il y a un catalyseur qu'on trouve partout, je n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, c'est la surface des grains de poussière. Puisque les grains de poussière c'est un des rôles les plus fondamentaux pour la complexification de la matière. Par exemple, comment former la molécule la plus simple et qui est l'une des plus abondantes et des plus fondamentales pour la suite de la complexification. C'est le dihydrogène, qui est la rencontre de deux atomes d'hydrogène qu'on appelle H2. Voilà. Donc, comment former du H2 c'est grâce à la surface des grains, en fait. Parce que comme on a vu, de l'hydrogène, on en trouve partout, hein, à la demande même. Et ils se rencontrent très souvent, dans l'espace, dans le gaz, ils se rencontrent très, très souvent. Mais en l'absence de surface de grain, la molécule, en fait, elle se forme, réellement, elle se forme, mais elle va se défaire instantanément. Et pourquoi? Parce que pour que certaines réactions puissent se produire, les éléments en jeu doivent libérer d'énergie. On parle de réactions exothermiques. Et dans les conditions de l'espace, dans le gaz, cet excès d'énergie il est souvent suffisant pour immédiatement dissocier la molécule. Et c'est l'animation qu'on voit ici à gauche. Et par contre, l'hydrogène est très souvent capturé par la surface des grains. Par contre. Et si la température est suffisamment basse, et quand deux atomes d'hydrogène se rencontrent pour former du H2 sur la surface, eh bien, cette surface, elle va, par divers processus assez complexes, quantiques, que je ne vais pas détailler ici, la surface elle va dissiper l'énergie, elle va absorber une partie de l'énergie de la molécule, de la formation, de la réaction, et la molécule peut rester en vie, du coup. Et le reste de l'énergie non dissipée, en général, elle va renvoyer la molécule dans l'espace, dans le gaz, comme on peut voir sur l'animation à droite. Et en fait, 99% du dihydrogène, du H2 dans l'univers est formé comme ça. Mais un grand nombre de réactions chimiques ne peuvent pas se produire directement dans l'espace et utilisent la surface des grains pour se produire. Et parce qu'en fait, voilà, on peut noter que la formation du H2 elle est nécessaire à la formation du monoxyde de carbone ou du CO, qui est connu sur Terre. C'est le même qu'on retrouve sur Terre. Et donc, en fait, voilà, le H2, c'est vraiment en quelque sorte l'entrée vers la complexification de la matière. Il n'y a pas de complexification sans présence de H2. Enfin, très peu. Alors, par exemple, ici, c'est une animation qui montre une animation de l'université de Leiden qui montre la formation de l'eau à la surface d'un grain dans le milieu interstellaire. Donc voilà, donc là, on a un beau grain interstellaire de 0,1 micron. Alors, quand on a les bonnes conditions,
hein. Donc, voilà, les billes blanches ici, elles représentent l'hydrogène qui est léger, il se déplace facilement à la surface. Et les billes rouges, elles représentent l'oxygène. Puis lui est plus lourd et il est plus statique. Mais avec un peu de temps, la surface elle va catalyser les réactions pour former de l'H2O, donc de l'eau. C'est-à-dire que les molécules d'hydrogène vont avoir le temps de rencontrer les atomes d'oxygène. Et là, on dit que l'eau est sous forme de glace, c'est le cas, c'est-à-dire que l'eau est là, est littéralement gelée à la surface. Et à terme, c'est très peu abusé sur l'animation, c'est la glace d'eau ou même la glace d'autres molécules, en fait, elle peut recouvrir l'ensemble du grain sur plusieurs couches. Je ne vais peut-être pas aller au bout de l'animation, c'est un petit peu long, mais voilà, on a l'idée, on a des grains qui se recouvrent d'une couche de glace non négligeable. Et voilà, je disais que ce n'était pas abusé parce que, par exemple, ici, on a le résultat d'une simulation, donc c'est une simulation quantique, hein, de formation de glace sur différents types de grains dans un environnement interstellaire. Alors, en haut, on a, à différents temps, on a un grain plutôt lisse et en bas, un grain diporeux. Alors, bon, le creux qu'on voit ici, hein, ce n'est pas du vide, hein, c'est le noyau du grain qui n'interagit pas du tout et qui n'est pas représenté ici. Ça n'a pas été utile de le représenter. Mais on voit que les grains, les grains dans les bonnes conditions, ils sont facilement enfouis, hein, comme vous pouvez voir, après un certain temps, ils sont facilement enfouis sous la glace. Et tout ce petit monde, il va interagir et continuer de former des espèces potentiellement complexes. Là, la simulation elle nous dit que les grains qui sont plutôt poreux vont avoir tendance à former de la glace plus facilement, plus rapidement, et surtout des molécules plus complexes, parce qu'ils arrivent à piéger plus facilement les atomes et les molécules voilà, qui arriveraient à sa surface. Ils seraient facilement piégés dans ces petits recoins qui sont pour le coup totalement à l'abri de tout rayonnement extérieur, et donc ils sont plus efficaces à former des molécules complexes. Excusez-moi, Monsieur Gavino, et les grains de poussière, quelle est leur composition à l'origine? Alors, l'origine, c'est des compositions assez simples, hein. C'est très souvent des grosses chaînes de carbone, enfin, fait à base de carbone, ou fait à base de silicium. Et en fait, les grains, alors, leur origine, elle provient, il n'y a pas de modèle précis qui donne leur origine, mais a priori, les grains sont synthétisés, sont cristallisés dans les atmosphères des étoiles géantes, des géantes rouges, en fin de vie, du coup. Il y a des conditions de température, de densité, c'est-à-dire que l'étoile qui a synthétisé du carbone et du silicium dans son cœur et qui va le renvoyer dans le milieu interstellaire à ce moment-là, il y a des conditions de pression qui font qu'ils vont se rencontrer dans des gros blocs et former ces grains de poussière. Après, l'origine n'est pas forcément très… Donc, leur composition est une composition avec des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'oxygène, enfin même. Pas forcément. En général, c'est des éléments moins lourds que l'oxygène, puisque c'est surtout du carbone, par exemple. Surtout du carbone. Voilà. Et du silicium. Alors, le silicium est plus lourd que l'oxygène. Mais disons qu'ils sont sous une forme solide, et puis de toute façon, la taille des grains est beaucoup, beaucoup plus grand que le reste, que le gaz, que les atomes dans le gaz. D'accord, merci. Et voilà, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, alors voilà, donc en gros, les grains jouent sur la complexité. Et alors c'est valable dans le milieu interstellaire, mais c'est valable aussi dans les disques, comme on peut s'y attendre, et heureusement. Donc voilà, qu'en est-il des disques d'accrétion? Alors pour savoir, on peut essayer d'abord de parcourir ce qu'on sait sur l'anatomie d'un disque protoplanétaire, de manière générique, hein, et sur la composition chimique par extension, du coup. Et la première chose qu'il faut noter, c'est, voilà, comme je le disais, c'est un disque n'est pas plat, hein, il y a une extension verticale, hein, due au chauffage du gaz par l'étoile. Et si on regarde par exemple le bras droit ici à droite du schéma, on voit la structure en température. Donc les parties hautes en rouge sont directement chauffées directement par l'étoile et ils sont à la merci du rayonnement ultraviolet. Alors c'est pas le mieux. Voilà. Là, les atomes, les molécules ne sont pas du tout complexes, elles sont en permanence dissociées. En jaune, on est un petit peu plus profond dans le disque. On est assez protégé, mais il ne fait pas encore suffisamment froid pour que la glace puisse se former sur les grains, etc. Mais c'est ce qu'on appelle une couche moléculaire. Donc il y a quand même des molécules qui se forment, mais elles restent dans le gaz et elles ne sont pas forcément très complexes. Et c'est d'ailleurs, quand on observe un disque, c'est principalement cette couche qu'on arrive à observer parce que c'est c'est une couche qui est riche dans le gaz et donc c'est celle qui émet le plus de lumière. Donc c'est celle qu'on observe en priorité.
Et en bleu, bah, là, on est bien enfoui dans le disque, on est bien caché, on est protégé du rayonnement. Et la chimie, du coup, la chimie se fait principalement sur la glace, sur les grains. Et on a vu que les grains avaient un rôle fondamental pour la formation des molécules, mais on a vu aussi que dans les disques, les grains ne suivent pas gentiment le gaz. Ils se regroupent dans le plan du disque, au centre, voilà, sur le plan, et là où se forment les planètes, dans les zones les plus denses, donc les plus protégées des rayonnements, du rayonnement de la jeune étoile, qui est très actif à ce moment-là. Et donc, en fait, là, c'est vraiment une aubaine pour la complexification moléculaire. Mais alors, par contre, c'est une catastrophe pour les observations parce que ça, là, c'est littéralement les régions les moins accessibles. C'est les régions les plus difficiles à observer. En fait, littéralement, on n'observe quasiment rien. On observe, parce qu'en fait, les molécules sur la glace, elles n'ont pas de transition de rotation ou de vibration. Concrètement, donc on ne peut pas les observer quasiment. Mais on comprend, voilà, on comprend pourquoi on parle de ligne des glaces, là, du coup, parce que donc, la ligne des glaces, qui est la frontière au-delà de laquelle la glace peut se former. Et on comprend surtout pourquoi c'est important de les comprendre et de bien les caractériser. Et aussi, on déduit une chose, c'est qu'il y a, en fait, il y a autant de lignes de glace que de molécules. Typiquement, la glace d'eau se transforme en vapeur à une température différente de celle du monoxyde de carbone, par exemple, ou du dioxyde de carbone ici. Mais on peut caractériser une zone, ici en rouge, dont les conditions semblent être, voilà, comme je disais, elles sont assez optimales pour la formation des molécules complexes. Donc là, c'est la zone typique protégée des rayonnements extérieurs, qui est très très froide et donc parfaite pour les réactions. Et c'est encore une fois très important de comprendre quelles sont les glaces possibles, parce que dans cette zone, quelles sont les glaces possibles dans cette zone, sur les grains et à quelle quantité. Parce que la cristallisation ou non des glaces sur les grains, dans les disques, elle va impacter directement les propriétés de collage des grains et jouer directement sur l'efficacité de formation des planètes. Donc là, en fait, on a un exemple, on a clairement, clairement, ce sont des caractéristiques microscopiques qui définissent quelles seront les propriétés macroscopiques d'objets plus tard, là en l'occurrence des planètes. Donc en fait, c'est vraiment fondamental de comprendre ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'on forme une molécule complexe, une vraie molécule complexe? Donc, on va prendre une molécule fondamentale comme exemple. Je prends l'exemple de la molécule de méthanol, qui est de l'alcool, littéralement, la forme d'alcool la plus simple. Et c'est un des précurseurs de molécules prébiotiques. Donc, c'est une molécule composée d'éléments très simples, comme je disais, et très, très abondants, comme on l'a vu. Donc, c'est une molécule de monoxyde de carbone qui s'est mariée avec 4 atomes d'hydrogène. La formule, c'est CH3OH. On a 4 atomes d'hydrogène et la molécule de CO qui est cachée dedans. Donc, sur la surface, la molécule de CO va rencontrer successivement des atomes d'hydrogène. On parle d'hydrogénation. On voit ici en blanc la formule, les réactions successives. Bon, ce n'est pas très important de les retenir. Et comme on disait, pour que ces réactions se produisent, il faut des conditions. Voilà. Donc ici, on a besoin d'un catalyseur, la poussière, on l'a. Il faut évidemment une molécule de CO qui soit collée et des molécules d'hydrogène qui soient aussi collées sur la surface. Mais surtout, et c'est problématique, il faut une température de surface précisément comprise entre 10 et 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc c'est très très précis. Et pourquoi ça? Parce que 20 degrés Kelvin, c'est la température à partir de laquelle, comme on l'a vu, la molécule de CO peut se coller à la surface des grains. Au-dessus de cette température, elle reste sous forme de gaz dans l'espace, exactement comme l'eau quand il fait plus de 100 degrés ici sur Terre, en fait. Et une fois sur la glace, comme on l'a vu, là, il y a plein d'hydrogène, il se colle assez facilement, mais il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus, parce que s'il fait trop froid, les atomes d'hydrogène, ils restent bloqués, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont beau être légers et assez mobiles, voilà, s'ils n'ont aucune énergie thermique pour être suffisamment en mouvement sur la surface pour rencontrer du CO, il ne va rien se passer. Donc, pour résumer, si la surface est trop chaude, CO ne peut pas coller, et s'il fait trop froid, l'hydrogène ne peut pas bouger. Voilà. Donc, c'est une condition très spécifique qu'on retrouve uniquement loin de l'étoile, dans le plan du disque, où il fait très froid, mais pas trop. Et donc là, on a un exemple très concret de pourquoi il est nécessaire de comprendre en détail l'anatomie des disques ici, si on veut comprendre l'origine de la complexité. Alors voilà, donc plus léger, quelles sont les nouvelles des disques? Il s'avère qu'on a de la chance parce qu'il y a quelques mois, il y a moins de 3 mois maintenant, ça fait déjà 3 mois,
Il y a une équipe internationale qui a sorti des résultats d'observation assez discutables, mais bon, ça reste impressionnant. En tout cas, c'est très, très récent. C'est même pas encore sorti dans la revue scientifique officielle. Mais ça a déjà été pas mal repris dans la presse spécialisée. Et là, typiquement, en bas, on a dans le titre qu'on a identifié de larges réservoirs de précurseurs nécessaires à la vie. Alors c'est pas faute de principe, mais molécules précurseurs vivants, c'est quand même très légèrement excessif. Et là, le légèrement est ironique, j'ai envie de dire. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont observé sur toutes les coutures 5 disques différents. Donc, une ligne par disque, ici, avec leur joli nom ici à gauche. Et chaque colonne représente l'observation d'une molécule, c'est-à-dire c'est l'observation du disque sous le prisme d'une molécule. Et dans ces disques, j'ai mis ici l'exemple du CO, du C2H, etc., du H2CO, très important ici. On n'avait pas ce genre d'image avant, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10 ans, on n'aurait pas eu ça. Donc, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait, finalement, avec les simulations, les modèles, la chimie, voilà, la réalité, elle est là, et c'est ce qu'on voit. Et on voit qu'en fait, on a à la fois une très grande diversité. Par exemple, le CO, on voit qu'il a une très grande extension dans tous les disques. Alors évidemment, c'est à peine discernable, mais on voit qu'il y a la ligne des glaces du CO ici, c'est-à-dire que là, le CO n'est pas du tout visible parce qu'il est sous forme de glace, typiquement. Donc là, s'il est visible, c'est parce qu'on le voit dans la forme gazeuse. On a des molécules qui sont, par exemple pour le C2H, qui sont plutôt très concentrées vers le centre du disque, pour d'autres raisons. Mais donc on voit qu'on a quand même une grande diversité, mais on a quand même des patterns qui reviennent à chaque fois. Et pour ça, il y a une image que j'aime beaucoup. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle montre les distributions spatiales de différents éléments en même temps. Donc là, pareil, en fait, là, chaque disque, c'est une colonne. Et en haut, on a la représentation de la structure en poussière des disques. Et là, c'est uniquement la poussière. Et on voit clairement des anneaux concentriques. Plus c'est clair, plus c'est dense. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit que quasiment tous les disques, c'est des disques qui sont assez jeunes, pour la plupart. Mais on voit que, en fait, on suppose très fortement que c'est en direct la signature de planètes en formation. Ça serait typiquement des bébés planètes en train de vider leur orbite, parce qu'elles sont en train d'accréter le gaz, et donc on voit ces zones sombres. Alors, c'est une supposition, on n'a pas encore de preuves observationnelles. Et en bas, on a la position des 3 molécules qui sont ici, donc une par couleur, en fausse couleur, bien entendu. Et on voit que c'est très différent d'une molécule à l'autre, et même d'un disque à l'autre, en fait. Par exemple, on voit que pour ce disque-là, on voit que le C3H2, il est beaucoup plus étendu, il se retrouve beaucoup plus abondant à l'extérieur que les autres molécules, tandis que dans ce disque-là, les molécules semblent être, même si c'est vrai qu'il est plus petit, mais on voit que les molécules sont tous superposées les unes aux autres. Dans ce disque-là, on voit que l'extension spatiale est globalement la même, mais c'est très éparse. Alors, comment expliquer tout ça? C'est compliqué. Bon, alors voilà, une des questions les plus tendances en astrochimie, en tout cas, c'est le passage du coup de la chimie du milieu interstellaire à la chimie dans le disque. On sait très peu sur la chimie dans le disque et sur la chimie durant l'effondrement du nuage, en fait, parce que c'est beaucoup plus difficile à observer. C'est difficile à observer. Et la chimie sur les surfaces en elle-même est très dure à observer, en plus directement, comme je disais. Donc ça donne ce trou qu'on a ici, avec un milieu interstellaire, comme on a vu, très riche en molécules, en fait, à gauche, et à droite, les molécules déjà observées dans les disques. Alors évidemment, il y en a plus, c'est parce que là, je montre uniquement les molécules contenant que 5 atomes. Mais en gros, aujourd'hui, on ne connaît que 5 molécules uniquement contenant plus de 5 atomes dans les disques. Donc, c'est vraiment rien, c'est ce qu'on voit à droite. Et voilà. Et les 2 petites à droite ici, donc le méthanol dont on a parlé, et l'acétronitrile, pardon, les 2, ils ont été observés pour la première fois en 2014 et en 2016. Et donc, c'est très récent et c'était un vrai événement. Le méthanol, qui est un alcool, comme j'ai dit, et l'acétronitrile, c'est un cyanure qu'on retrouve sur Terre sous forme de liquide, qu'on utilise comme solvant. Et on les observe assez régulièrement maintenant, mais ça reste toujours un exploit de les observer dans les disques. Est-ce que ça veut dire que la chimie des disques est moins complexe? Évidemment non, sinon on ne serait probablement pas là. C'est avant tout un problème observationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'aller sonder la glace directement. Donc ça laisse réellement les astronomes dans le brouillard. Notamment, ça ne permet pas de nous dire ce qui se passe durant l'effondrement du nuage,
qui est un événement a priori potentiellement violent, et donc la chimie est ou devrait être impactée. Et certains astrophysiciens parlent même d'un grand reset total. Et on aimerait savoir dans quelle mesure, parce que certains astrophysiciens, dont moi, pensent même que les planètes commencent à se former avant même la formation du disque, c'est-à-dire pendant l'effondrement du nuage. C'est-à-dire qu'on a des gros soupçons observationnels. Alors malgré tout, heureusement, on a quand même des indices de la situation chimique du système solaire pendant sa formation grâce aux comètes. Alors ici, on a des images de la comète Churyumov-Gerasimenko, j'ai réussi à le dire. Donc avant à gauche et après que Philae se soit posé à droite. Et cette image, d'ailleurs, elle est trompeur parce que là, c'est un grand champ, c'est très exposé, mais en vérité, c'est noir comme du charbon. Enfin, c'est quasiment que de la matière carbonée qu'on voit, et c'est extrêmement sombre, en fait. Et ce qu'on voit, ce sont des grains, les mêmes que ceux dont je parlais tout à l'heure, et dans lesquels sont piégés, cimentés, la glace et les minéraux qui se vaporisent à chaque passage du Soleil, près du Soleil, et éjectent les grains, du coup. Donc les jets qu'on voit, ce n'est pas du gaz, c'est en fait les grains eux-mêmes, et la glace contenue dedans réfléchit la lumière du Soleil. Et pourquoi c'est censé nous donner des indices? Parce que les comètes sont censées être les reliques d'il y a 4,5 milliards d'années. Elles sont composées de la matière organique primordiale qui provient directement du nuage protosolaire. Et elles sont presque immaculées, c'est-à-dire que rien n'est synthétisé pendant le voyage de la comète. C'est vraiment dans la masse de la comète, et comme à chaque fois qu'elle passe près du Soleil, il y a plusieurs mètres de cette masse qui part et elle se retrouve avec une surface encore à chaque fois immaculée de matière primordiale, qui était à l'intérieur durant sa révolution précédente, les 5 ans, 10 ou 20 ans avant. Et comme les comètes se sont formées dans le fin fond du disque, dans les régions très froides, là où la matière complexe se forme, leur étude, on peut s'en douter, est fondamentale, est primordiale. Et ce qu'on a vu des comètes, c'est que la chimie des comètes est très particulière. On a de grandes raisons de penser que dans cette chimie, il y a le mélange suffisant pour faire tout ce qui va suivre après pour l'émergence de la vie. On peut noter par exemple la reine des molécules, la glycine, découverte par la mission Rosetta, qui est un acide aminé, et qui est notamment un acide aminé encodé sur les ARN messagers, pour refaire écho à l'actualité. Et cette chimie est très particulière parce que, elle est générique aux conditions froides du disque lointain, qui permet la formation des molécules complexes. Et donc, d'une certaine façon, elles servent à mettre en lumière ce qui se produit dans les glaces, dans le disque. Et deux, elle est contingente à notre nuage, à nous, à comment notre nuage s'est effondré, à la géométrie, à la taille du Soleil, au nuage moléculaire dont le disque est issu, etc. C'est-à-dire que l'effondrement d'un nuage est un phénomène générique, on le voit partout dans l'univers, dans la galaxie, mais chaque nuage, chaque étoile et chaque système est différent. Et ça m'amène à la dernière partie de la conférence, dans laquelle on va parler justement de la contingence et son rôle potentiel dans l'apparition de la vie. Donc il y a 2 points de vue qui existent concernant l'apparition de la vie, qui sont conceptuellement rigoureusement opposés. Il y a le concept de convergence, qui nous dit que tous les chemins mènent à Rome, peu importe les voies empruntées, les formes du vivant doivent être les mêmes. Et il y a l'inverse, le concept de contingence plutôt, qui dit qu'à l'inverse, les conditions initiales sont globalement les mêmes partout. On a des nuages partout, des étoiles partout, mais qu'il existe une infinité de chemins à emprunter. Alors je vais essayer d'illustrer les 2 propos. Et donc en fait, les lois sont les mêmes partout dans l'univers. Il est très probable qu'il existe un grand nombre de planètes favorables. On connaît les voies chimiques qui mènent aux molécules complexes, prébiotiques, on en a vu quelques-unes. On sait que c'est possible, on sait que la vie ailleurs est possible, puisqu'on est là, et il n'y a rien a priori qui empêcherait de penser ça. Et donc, par conséquent, il semble que la seule question du vivant soit avant tout une affaire de contingence ou de convergence. Et si c'est contingent, alors il faudra peut-être revoir la question d'habitabilité. Par exemple, on dit d'une planète qu'elle est dans la zone habitable si de l'eau et liquide est possible à sa surface. Mais l'idée que si vie il y a, alors il y a eau, l'inverse, c'est à voir. Dans quelle mesure c'est une notion arbitraire ou disons empirique. Ça vient tester vraiment notre capacité à nous projeter vers quelque chose qui est inconnu. On est le seul exemple et on n'a pas d'autre moyen que d'extrapoler. Donc là, il va être de savoir dans quelle mesure les conditions ici sur Terre sont uniques. Et je vais donner un premier exemple qui va plutôt dans le sens de la convergence. Puisque comme vous le savez, la vie sur Terre est plutôt basée sur le carbone. Enfin, c'est pas plutôt, elle est complètement basée sur le carbone. Et ça, en quelque sorte, c'est l'élément fondamental. Et on peut se demander pourquoi le carbone, finalement? Pourquoi pas un autre atome? Et la question n'est pas bête du tout, parce que
Parce que qu'est-ce qui fait que le carbone semble favorisé? S'il est favorisé, c'est dû à sa structure électronique. C'est-à-dire qu'il possède effectivement 4 électrons de valence, enfin 4 électrons les plus extérieurs sur une couche électronique à moitié remplie, et ce qui permet et facilite un grand nombre de liaisons avec les autres atomes, oxygène, hydrogène, etc. Et ça permet de créer des liaisons simples, avec d'ailleurs une grande habilité à créer des molécules chirales, voilà, qui sont une des autres propriétés fondamentales du vivant qu'on connaît. Mais si on regarde de plus près le tableau, on voit qu'il n'est pas le seul à avoir cette configuration électronique. Il y a plusieurs éléments dans la même colonne, ce qui veut dire qu'ils ont aussi le même nombre d'électrons sur la couche extérieure, et donc les mêmes possibilités, peut-être a priori, de liaison chimique. Et un des candidats les plus probables, c'est le silicium qu'on voit ici. Mais pourquoi le carbone, mais pas le silicium? Ici, le carbone en haut, que je montre ici, et le silicium en bas. Donc, même si les couches internes du silicium ont plus d'électrons, les couches externes, elles sont les mêmes, elles sont exactement les mêmes. Et donc, ils devraient avoir les mêmes propriétés chimiques, a priori. Et donc, pourquoi le silicium ne pourrait pas jouer le même rôle que le carbone, finalement? D'autant que sur Terre, en plus, le silicium est plus abondant que le carbone. Et donc, on évoque généralement plusieurs raisons. Et la première, c'est leur forme oxydée. C'est-à-dire qu'on sait que les organismes, en tout cas sur Terre, inhalent le dioxygène de l'air, qui va oxyder le carbone des cellules, etc. Et les organismes expirent du CO2, surtout, comme nous, du dioxyde de carbone. Et sous les conditions terrestres, le dioxyde de carbone il est plutôt sous forme de gaz inactif. Donc ça va. Mais le dioxyde de silicium, par contre, c'est un cristal dur, solide. Et donc il est plus difficile quand même, il est plus difficile d'imaginer un organisme qui inspirerait et expirerait du cristal solide. Voilà. Il y a une deuxième raison, c'est que les alcanes à base de silicium sont instables et réagissent fortement avec l'eau, par exemple. C'est-à-dire que l'équivalent du méthane, CH4 par exemple, à base de silicium est quasiment impossible sur Terre. Et enfin, pour moi c'est l'une des plus importantes, c'est que le silicium est plus lourd en fait, il est plus large et donc il forme des liaisons chimiques moins stables et moins facilement. Mais bon, quand même, en fait, ça reste des raisons empiriques. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que de dire le carbone est la base de la vie parce que c'est comme ça que ça s'est produit ici. Enfin, c'est des raisons évidemment valables. Mais, et on voit aussi que dans la plupart des disques, finalement, on observe la complexification de la matière. On observe qu'elle se fait grâce au carbone et pas au silicium. Donc, en fait, on est quand même en droit de se dire que le carbone est la base universelle du vivant. On a le droit de se dire ça. Mais bon, donc ça va plutôt dans le sens de la convergence. Mais concernant la contingence des processus, on peut observer ce qu'il y a dans le système solaire, par exemple. Et là, si on prend l'exemple des 4 satellites de Jupiter, donc là, vous les reconnaissez sûrement. Donc là, il y a Io, Europe, Ganymède et Callisto, de gauche à droite. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que, en fait, ils proviennent exactement du même disque d'accrétion autour de Jupiter. Elles ont accrété exactement la même matière environnante, dans les mêmes conditions et exactement au même moment. Et malgré tout, on retrouve une diversité qui est vraiment frappante. Et ce n'est pas qu'une question de taille ou de masse. Elles sont vraiment toutes fondamentalement différentes dans leurs propriétés internes et chimiques. Io, par exemple, à gauche, qui possède l'activité volcanique la plus intense du système solaire, à cause de sa proximité à Jupiter, elle a une très grande concentration de matériaux plutôt à base de sulfure. Et à l'inverse, sa voisine directe, Europe, elle est recouverte entièrement d'une glace d'eau. Et il y a d'ailleurs potentiellement peut-être plus d'eau sur Europe que sur Terre. Et ça montre quand même en fait la diversité des chemins possibles à partir d'un point de vue unique, enfin quasiment unique en fait. Et on a ce qui ressemble plutôt à une évolution chaotique. C'est-à-dire que dans les processus chaotiques, une minuscule différence dans les conditions initiales peut induire une très très grande différence des résultats. Et les systèmes de planètes, les planètes sont des systèmes très sensibles aux conditions initiales. Et en fait, ça montre qu'il est peut-être finalement impossible, en tout cas vain, de tenter de chercher des modèles standards, ou génériques en tout cas, concernant l'habitabilité d'une planète, voire même peut-être du vivant. Et pour revenir au système solaire, j'avais dit que j'y reviendrais. J'ai montré qu'on expliquait très bien la configuration du système solaire, avec la ligne des glaces, avec les planètes extérieures très massifs, etc. Et le modèle de formation planétaire explique très bien ce système solaire. Alors, on aurait pu penser que le système solaire est totalement générique et que la plupart des systèmes lui ressemblent. Et malheureusement, quand on a commencé à observer et à recenser un grand nombre d'exoplanètes, plusieurs centaines de systèmes d'exoplanètes, il y en a plusieurs centaines aujourd'hui, en fait, on a vu ça.
Donc là, on a vu un grand nombre de systèmes très, très compacts avec des planètes de type Jupiter, très proches de leur étoile, qu'on appelle d'ailleurs des Jupiters chaudes. Et on a ici la taille du système solaire qui est donnée en comparaison avec les différentes orbites de la Terre, Jupiter, Saturne, etc. Et donc, voilà, on voit que cette configuration du système solaire, qui est très bien expliquée par nos calculs, en fait, il représente finalement pas plus d'1% de la totalité des systèmes dans la galaxie. Et ça, c'est un chiffre statistique. Hein. C'est-à-dire qu'on ce n'est pas un biais observationnel. On le sait que le système solaire est vraiment particulier et ne ressemble en rien à la majorité des autres systèmes. Alors, pourquoi la plupart des systèmes possèdent des Jupiters très proches de leur étoile? La raison, c'est une cause très connue maintenant, c'est à cause de la migration, encore une fois. C'est-à-dire que quand une planète devient suffisamment grosse, elle commence à accréter le gaz environnant, ce qui va venir perturber le disque en fait, gravitationnellement. J'en avais pas parlé tout à l'heure. Alors, je ne vais pas expliquer les détails, hein, mais ça a pour effet de faire migrer la planète en formation, la planète géante, vers l'étoile. Maintenant, on sait très bien expliquer voilà, le phénomène de migration, on comprend très bien. On a l'exemple d'une simulation ici, qui ne veut pas se lancer d'ailleurs. Pas l'avancer, celle-là. Bon. Ah, si, voilà. Voilà, donc, bon, c'est cette migration en fait, qui va détruire l'ordre originel qu'on avait dans le système solaire. Et en fait, on se retrouve donc avec des planètes géantes proches de leur étoile et qui, au passage, induisent du chaos dans le système interne et va perturber la formation de petites planètes, hein, comme la Terre, par exemple. Et là, la migration est un phénomène générique. On le voit dans tous les systèmes de planètes. Il doit se produire. Et donc, ce qu'on croyait ou qu'on aurait pu croire à l'origine être générique n'est finalement pas du tout. Et le système solaire, il représente quasiment une anomalie, en fait. Et c'est d'autant plus remarquable, d'ailleurs, que si Jupiter avait continué à migrer, elle aurait empêché les planètes antérieures de se former. Et la question est pourquoi on est là? Et la réponse, c'est parce que chaque migration est unique. Finalement. Dans le système solaire, en fait, ce qui s'est passé, en tout cas, il y a beaucoup de modèles qui vont vers ce sens, c'est que Jupiter a commencé à se former, à accréter la matière environnante, avant de commencer à migrer. Mais nous, par chance, en fait, c'est toute la singularité du système solaire. On avait une autre planète plus loin que Jupiter qui a commencé à se former, qui s'appelle Saturne, et elle est devenue suffisamment grande pour migrer aussi. Et les calculs montrent que Saturne, par un jeu gravitationnel avec le disque, a bloqué la migration de Jupiter. En fait, elles ont même finalement fini par s'éloigner du Soleil. Et donc, en fait, Saturne est probablement la raison pour laquelle Jupiter est resté loin du Soleil. Ce qui nous a permis de prendre notre temps à nous ici et d'arriver à terme de la formation de la Terre, etc., sans encombre. Ça, c'est un modèle qu'on appelle le grand AC. Donc, on voit un processus qui est universel. Il se produit dans tous les systèmes, la migration, mais elle prend une forme différente à chaque fois. Donc, en fait, il a juste existé un grand champ des possibles. Et on a emprunté une des voies, pas par déterminisme, mais plutôt au contraire grâce à un chaos inhérent aux paramètres initiaux, qui aurait pu emprunter une infinité d'autres chemins. Et une toute petite différence dans le nuage primordial peut amener à deux systèmes complètement différents. Et donc on voit que la contingence, en tout cas, c'est une notion qui est clé ici dans la formation des systèmes. Et à savoir comment tirer une explication générique du vivant dans tout ça, c'est pas évident du tout. Et c'est très difficile, voire sûrement impossible, de savoir ce qu'est génériquement un système ou une planète habitable, voire sûrement la biogenèse. Et donc, je pense qu'il va falloir laisser l'univers encore nous surprendre un petit peu. Et je vais m'arrêter sur ces mots. Voilà. Merci beaucoup, M. Cavino. Merci. Voilà. Je suis à peu près dans les... Il y a quelque chose à dire. Bon, c'était moi, la première, j'ai l'impression de connaître la formation des disques d'accrétion, tout ça, mais j'ai appris beaucoup de choses là ce soir. Très bien. Il y a une chose que je ne comprends pas trop, que j'ai besoin que de comprendre. Bon, naïvement, moi je croyais que pour qu'une réaction chimique se produise, il fallait une certaine température.
Et apparemment, moi, j'ai appris que les réactions chimiques, notamment la formation de l'eau, sur l'exemple que vous avez donné, où ça se produisait à des températures très, très basses. Entre 10 et 20 Kelvin, c'est vraiment très, très basse. Moi, je pensais que c'était pratiquement figé, la formation des molécules à ces températures-là. C'est dû aux conditions de pression, c'est quoi? Évidemment, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Évidemment, il y a des conditions de pression. C'est un ensemble, voilà, un ensemble de conditions physiques, de température, de pression et de densité, qui fait que dans cette zone-là, eh ben, la formation de l'H2O, de l'eau, bah, il se forme avec cette température-là. Mais on voit quand même que malgré tout, bah, l'hydrogène, qui est une molécule, pardon, qui est un atome très léger, si le grain est, c'est très clair, si le grain fait plus de 15-20 Kelvin, la molécule d'hydrogène a fini par être envoyée parce que le grain est trop chaud finalement. Elle s'en va. Et donc, en tous les cas, on a besoin de températures très basses pour que, dans ces conditions-là. Parce que voilà, là, si on avait mis ce même grain, évidemment, avec ce même atome d'hydrogène, on l'avait mis dans une pièce ici sur Terre avec les conditions de pression, ah bah, l'atome d'hydrogène, il va avoir plus de difficultés à s'échapper du grain. Donc, il peut rester plus longtemps sur le grain à des températures plus élevées, c'est vrai. Donc, c'est les conditions, entre autres, de pression qui fait que c'est possible. D'accord, c'est dû à des conditions donc, de l'espace interstellaire. Oui, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, c'est les conditions interstellaires qui font que voilà, on a des voilà. Et on a réussi à reproduire ce genre de réaction chimique en laboratoire? On arrive à le faire et on arrive à le faire même plutôt bien parce que alors tout à l'heure j'avais montré, je ne sais pas si on peut revenir, mais on a oui, tiens, voilà, ça va être plus facile comme ça. Par exemple, si je prends cette slide, cette visuelle, donc là c'est une simulation numérique, hein. Mais j'aurais pu montrer une vraie expérimentation avec des vrais grains. On arrive à reproduire des grains à peu près similaires, enfin en tout cas des surfaces similaires aux grains interstellaires. On arrive plus ou moins à reproduire des conditions de température et de pression. On arrive quasiment à reproduire les conditions de vide qu'il y a dans l'espace pour faire jouer ces réactions et voir ce qui se produit. Et on arrive à peu près à reproduire des couches comme ça sur Terre, dans le laboratoire. Et c'est extrêmement utile parce que ça nous donne beaucoup d'informations sur ce qui se produit et sur ce qui se produit sur Terre en laboratoire. Ça peut nous donner des informations voilà, aux astrophysiciens. On peut dire, ah bon, bah, d'accord, il se produit ça sur Terre. Peut-être que ça veut dire qu'on peut observer ça comme ça, telle radiation, telle émission, etc. Donc, mais c'est assez, oui, il y a des astrophysiciens spécialisés en astrophysique de laboratoire. C'est commun. Il y a une question aussi de M. Rébérol. Quelles sont les lois récentes qui gouvernent la migration d'une planète? Je pense que les lois les plus récentes, alors les lois les plus récentes, je ne vais pas montrer parce que voilà, sinon ça aurait été trop long, mais c'est le dernier visuel, c'est ce qu'il y a de plus récent sur ce qu'on sait hein, de la migration. C'est un phénomène gravitationnel, et j'essaie d'y revenir, gravitationnel et hydrodynamique qu'on arrive très bien à comprendre. Et voilà, on ne va pas se lancer celle-là. Bon, c'est pas très grave. Donc, la théorie la plus récente, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs trouvé par l'Observatoire de Côte d'Azur à Nice. Et c'est un modèle qu'on appelle le modèle de Nice. Voilà, vous connaissez sûrement. Et il n'y a pas plus, on va dire, il n'y a pas plus. Alors, ceux qui travaillent là-dessus, ils auront peut-être quelque chose de plus précis à dire que moi, mais ça fait partie du peut-être plus nouveau, en tout cas. Le modèle de Nice, il date du 21e siècle. Hein. C'était il y a 10-15 ans que Morbidelli a mis au point le modèle. Voilà. C'est très actuel. N'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez poser des questions. Hein. C'est vrai que après, ça fait beaucoup d'informations. J'essaie d'être synthétique et de parler un peu de tout, mais voilà, Oui, bonsoir. Vous aviez parlé de, je crois que c'est une ou deux diapos avant, vous aviez montré le système solaire, voilà celle-là, pardon, celle d'après.
Voilà. Est-ce que c'est à l'échelle ce que vous montrez, c'est-à-dire il y a la taille du système solaire qui remplit presque tout l'écran, et les autres systèmes solaires sont à la même échelle ou c'est un jeu de représentation? C'est censé être approximativement, évidemment, à la même échelle. C'est-à-dire que c'est vraiment la plupart des systèmes qu'on a observés, en tout cas, là ça date de 2012, mais c'était valable encore aujourd'hui. La plupart des systèmes solaires, enfin des systèmes de planètes qu'on observe sont très très compacts et c'est vraiment la taille typique d'un système dans la galaxie. Est-ce que ça, c'est lié à un biais observationnel ou est-ce qu'on pense que notre système solaire est vraiment une exception? Ouais, c'est une très bonne question. J'ai dit une phrase là-dessus tout à l'heure, mais je ne voulais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est effectivement, c'est à la base un biais observationnel, hein, parce que plus la planète est grosse, massive, et plus elle est proche de l'étoile, plus c'est facile de la C'est détecter. facile, ouais. Et donc, évidemment, on observe surtout, avant tout, des planètes, des systèmes de ce genre-là. Donc, en fait, à la base, on s'était dit, bon, bah, c'est sûrement, voilà, c'est un biais observationnel. Sauf qu'aujourd'hui, on a suffisamment, en tout cas, ce n'est pas mon domaine, mais je sais qu'on a suffisamment d'échantillons de planètes, on a suffisamment de statistiques et on a suffisamment de modèles, de théories. Voilà, ça, voilà. Enfin, on a suffisamment de choses qui nous disent que non, ce n'est pas seulement un biais observationnel, c'est effectivement la majorité des systèmes de planètes dans la galaxie qui ont plus ou moins cette forme-là. Et que, effectivement, le système solaire est une anomalie. Donc, en fait, on a assez de statistiques aujourd'hui pour aller au-delà du biais observationnel. Ah oui. Voilà. Parce que quand même, sur les planètes qu'on a détectées, elles sont quand même majoritairement regroupées en fonction de la masse et la distance de manière très, très différente du système solaire. Ouais, oui, complètement. Comme je disais, en fait, ça, c'est des. Voilà, là, ce qu'on voit sur l'image, hein, c'est typiquement ce qui s'est produit très, très vraisemblablement, c'est que les planètes géantes ont commencé à des orbites très, très loin, à se former, je veux dire, typiquement comme Jupiter. Et puis, elles ont migré jusqu'à arriver à une distance extrêmement proche de l'étoile. Et c'est pour ça qu'on a que des planètes très grosses, enfin, surtout, hein, c'est pas que ça, évidemment, mais on a surtout des planètes très grosses, très proches de leur étoile. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça typiquement des Jupiters chaudes, parce que c'est des planètes type Jupiter qui sont chaudes parce qu'elles sont proches de leur étoile. Mais c'est vraiment l'échelle, c'est effectivement ça. Même les échelles de temps d'orbite hein, qui font partie d'un biais observationnel, c'est proportionnel avec la vitesse de rotation des planètes dans le système solaire. Mais c'est vrai que c'est intéressant en tout cas, parce que je peux comprendre que vous parliez d'événements. Est-ce que on pourrait penser à une histoire de l'univers ou est-ce qu'on pourrait se dire que par exemple tous les un des tout petits cercles qu'on voit s'animer peut-il devenir tel que le système solaire actuel? Quel petit cercle? J'ai pas. Je ne sais pas, non. Non, mais en tout cas, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris la question, mais en tout cas, là, c'est pas du tout dans mon domaine d'expertise, si je peux dire, mais peut-être que les conditions initiales de l'univers, oui, les micro-conditions ont pu faire font que peut-être que l'univers aurait ressemblé à quelque chose de différent s'il y avait eu des petits paramètres initiaux différents. Ouais. Mais alors là, je ne veux pas trop dire de choses là-dessus. Je ne veux pas dire de bêtises. Et est-ce qu'au niveau de l'impact de l'homme sur l'univers, oui, j'ai entendu parler de la pollution, mais est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'envoyer juste un grain de poussière pour que que ça soit un grain étranger et que en fait l'univers l'incorpore tel, je sais pas quoi, tel quelque chose d'étranger, un corps étranger, enfin, comment dire, est-ce qu'il y a des capsules temps qui existent, mais pour que nous, on les retrouve, mais ça serait pour imaginer l'univers comme un animal vivant, par exemple, et qu'il détecte en fait notre appel à nous. Je pense que alors, je vais essayer de comprendre la question. Alors après, le corps étranger, c'est si je comprends bien votre question, le corps étranger, est-ce que, par exemple, envoyer un grain dans l'espace, finalement, la Terre le fait peut-être tous les jours. Voilà, on interagit avec. Non, ça ne serait pas ça.
ça serait plutôt quelque chose, vous avez parlé tout à l'heure de déterminisme, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'image où en fait c'est la théorie, les premières images. Vous savez, c'est le gros nuage de poussière qui prend une certaine forme et on ne sait pas pourquoi il la prend ainsi. Et donc après ça... Vous voulez dire au tout début, enfin plutôt vers le début? Oui, vous pouvez nous le remonter, s'il vous plaît? Sûrement ces images-là, c'est ça? C'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors en fait, alors peut-être que c'est pas clair, mais en fait, là, les échelles qu'on voit ici, c'est pas l'univers entier, bien entendu. Hein. C'est uniquement un nuage isolé, par exemple, qui se serait effondré. Mais c'est ridiculeusement petit par rapport à l'univers. Donc, je ne sais pas si j'essaie de comprendre votre question, mais voilà, ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact sur l'univers. Je ne sais pas si j'ai bien. D'accord, merci. Mais voilà, en tout cas, c'est des échelles totalement différentes. Il y a des systèmes planétaires d'exoplanètes avec plusieurs, je pense au système TRAPPIST 1 là, Oui. avec les planètes, je crois qu'il y en a 7 c'est ça, qui tournent autour de l'étoile. Et certaines, donc, comme dans d'autres systèmes certainement, qui est à bonne distance de l'étoile pour suffisamment grosse, bonne distance de l'étoile pour être ni trop froide ni trop chaude et qui pourrait être à l'origine possible de la vie. Est-ce que vous y croyez, vous, qu'il y a une vie, qu'il puisse y avoir une vie différente de la nôtre, d'une autre, certainement, je sais rien. Mais pourquoi pas, l'imaginer totalement différente de la vie sur Terre, mais qui puisse, pourquoi pas, qui puisse exister. Il y a tellement de systèmes planétaires dans la galaxie et au-delà. Oui, c'est. Oui, vous ne parlez pas que de trappistes, vous voulez dire en général. Après, voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en tout cas, comme je disais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse scientifique. Il n'y a pas de réponse. Non. Si vous demandez mon avis, on va dire, de scientifique, je vous dirais je ne sais pas. Si vous demandez mon avis personnel, je vous dirais que oui. Après, la question de. C'est vrai que la grande quantité, ce que je disais tout à l'heure, le fait que l'univers soit suffisamment grand pour qu'il y ait suffisamment de conditions favorables, c'est vrai, mais c'est aussi discutable parce que j'ai voulu en parler à la base, mais c'était trop long, alors je ne l'ai pas inclus dedans. Mais typiquement, alors qu'il existe des conditions favorables à l'émergence de la vie telle qu'on la connaît sur Terre, sur d'autres planètes, je pense que c'est totalement possible et c'est totalement, on observe quasiment. Par contre, les conditions, il y a certains modèles qui calculent les conditions de la biogénèse et les probabilités que la biogénèse se produise. Et donc la probabilité que la biogénèse se produise multipliée par la probabilité qu'on est sur un système habitable est tellement faible, même dans l'univers finalement, en tout cas l'univers observable. Il y a certains, en tout cas, je connais personnellement certains astronomes qui me disent que la probabilité est tellement faible que c'est finalement pas improbable qu'on soit vraiment tout seul dans l'univers observable. Mais parce on imagine la vie ailleurs, on va dire, sur le même modèle que la vie sur Terre. C'est vrai. Ouais. Mais pourquoi elle pourrait pas exister sous une autre forme, qui serait de la vie aussi, mais avec une chimie différente, avec, je sais pas moi. Oui, c'est les grandes questions. C'est les grandes questions qu'on essaie de se poser. Déjà, comment définir la vie? Est-ce qu'on pourrait reconnaître un être vivant si on l'observait ailleurs? C'est pas forcément sûr. Peut-être qu'on serait même pas capable de savoir que ce qu'on observe est un être vivant. Oui. J'essaie de répondre. Par exemple, j'ai parlé un petit peu du silicium face au carbone. Il y a quand même des éléments, comme je disais, qui font que on peut quand même se dire que la vie telle qu'on la connaît ici n'est peut-être pas si. C'est peut-être quelque chose d'assez générique parce que la physique, la chimie est la même globalement partout. Et comme c'est une des slides où j'essayais de montrer que
Puis imaginer une vie à base d'autre chose que le carbone, c'est un peu plus compliqué. Ça a l'air plus compliqué que faire une vie à base de carbone. Alors, il y a une question là, peut-être qui est en rapport avec ce dont vous parlez. C'est à propos de la formule mnémotechnique SHNOPS, les carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre, si je me rappelle bien. Euh, euh, Qu'est-ce que dit la question? Ah ben, la question, voilà, j'allais dire, est-ce que l'on peut retenir la formule mnémotechnique SHNOPS des éléments du vivant? Oh bah, alors, on peut la retenir, oui. On peut la retenir en tout cas, comme base du vivant sur Terre, oui. Ça, oui. Mais pas forcément comme base du vivant ailleurs. On parle beaucoup plus sur une chimie pour l'instant avec uniquement carbone, hydrogène et éventuellement azote, c'est ça que je vois. Alors, si vous me demandez, ce n'est pas une réponse particulièrement scientifique, mais je ne pense pas qu'il y ait de la vie sur une autre base que ces éléments qui sont cités. Parce qu'après, on a des éléments beaucoup trop lourds, tellement peu abondants que la probabilité d'en faire des molécules à foison, c'est très peu probable. Et donc, pour moi, par définition, la vie doit se baser sur ces molécules-là, où qu'elles soient. Il y a peut-être une autre manière aussi de voir les choses, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas de système vivant autre que sur ces molécules-là. Donc déjà, commençons par chercher sur cette base-là. C'est ça, ouais, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que on n'a pas le choix que d'extrapoler sur ce qu'on connaît. Et finalement, est-ce que ça reste une méthode comme une autre? Est-ce que voilà, on prend cette base-là et on essaie de voir ce qu'on peut faire avec. Peut-être qu'on va être surpris. Je pense qu'on va être surpris. Peut-être que non. Enfin, si on arrive à faire des choses. Mais en tout cas, mon intuition à moi, c'est que pour le coup, là, je vois difficilement comment on peut former la vie en abondance avec autre chose que ces atomes-là. Parce que c'est quand même les plus abondants, c'est la probabilité de former des bases, que les bases de la vie soient faites à partir de ces atomes-là est tellement plus probable que pour d'autres que voilà. Mais bon, on peut imaginer des conditions totalement exotiques. Et vous pouvez nous parler aussi des résultats que déjà obtenus avec l'étude de Rosetta, enfin de la comète, pardon, Chury. Il y a eu des choses qui ont avancé à ce niveau-là? Pas trop à ma connaissance. Alors, moi, je ne travaille pas directement dessus, donc je ne suis pas au fait des toutes dernières actualités, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est que… ah oui, je vais essayer de revenir sur la slide. Mince, cette animation. Enfin bon, on va essayer d'y aller. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même, pour moi, une des choses les plus impressionnantes, c'est quand même qu'on ait observé de la glycine. Ça date de… Je crois que c'est Rosetta qui l'a observé après Philae, donc il y a 4-5 ans, comme ça. Et la glycine, c'est quand même extrêmement… C'est une molécule extrêmement complexe et c'est une des bases de l'ARN et l'encodage de l'ADN, finalement. Donc moi, rien que pour ça, pour moi, c'est l'un des résultats, si vous me demandez, l'un des résultats les plus impressionnants, c'est celui-là. Après, les résultats plus, disons, sur ce que ça peut nous dire à nous, astronomes qui étudions la partie glacée des disques, pas énormément de choses, je ne vais pas vous mentir. On sait juste qu'on retrouve globalement avec les mêmes proportions. Par exemple, je parlais de l'éthanol tout à l'heure, du méthanol, pardon. Je disais qu'on arrive bien à l'observer dans les disques. On arrive à calculer son abondance par rapport à d'autres molécules. Et ce qu'on observe, ce qu'on observe de l'abondance du méthanol sur les comètes, relative à l'abondance des autres molécules, est globalement la même que celle qu'on observe avec les disques. Et ça, je trouve que c'est un bon résultat, parce que ça veut dire qu'on n'est pas à côté de la plaque. J'essaie d'y revenir. Voilà. Après, je ne connais pas tous les détails de la mission. Il y a probablement des petites nouveautés qui sont arrivées récemment. Et voilà, mes deux résultats, disons, les plus importants pour moi, c'est les deux que je viens de mentionner. Allez, la petite comète. Et comment est-ce que vous faites pour pouvoir réussir à observer sur la diapo que vous aviez montré, qui est passée auparavant, là, sur le disque d'accrétion, il y a la zone de glace qui est enfouie sous voilà, c'est celle-ci. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à
savoir ou penser savoir ce qui se passe dans la zone glacée? C'est uniquement des modèles théoriques ou vous arrivez à observer? C'est un peu les deux. C'est un peu le jeu du chasseur qui ne voit pas l'animal, mais qui est obligé de prendre toutes les pistes qu'il a et de se dire ah bah, l'animal il doit être par là. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'observe pas, ou en tout cas très 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 difficilement, mais enfin on peut dire concrètement qu'on n'observe pas ce qui se passe là, ce qui est frustrant. Par contre, on sait qu'il se passe, c'est un disque, hein, c'est un objet qui est dynamique, il se passe plein de choses, comme je parlais par exemple tout à l'heure il y a des fois, comme je disais, il y a des zones qui vont piéger la poussière, qui vont créer beaucoup de turbulences. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois, on observe, par exemple, une zone où la glace qu'on n'arrivait pas à observer, due à la turbulence, est réenvoyée à un moment donné dans les couches extérieures. Les molécules complexes, elles vont être désorbées, elles vont repartir dans le milieu gazeux à cause de la température qui a augmenté. Et là, d'un coup, elles deviennent observables. Et donc, quand on observe dans les disques, je disais par exemple l'alcool, on l'observe grâce à ça. On l'a observé, pas sur les glaces, on l'a observé dans le milieu gazeux. Et on arrive un peu à se dire, OK, c'est parce qu'on a observé le méthanol ici, dans cette zone avec une densité particulière, parce qu'il s'est passé telle dynamique. Ça veut dire qu'il provient de tel endroit, que la glace s'est désorbée à tel endroit et qu'elle provient de tel endroit. Et donc, on se dit, ah bah, on l'a observé là parce qu'il provient de la glace du fin fond du disque qu'on n'arrive pas à observer. C'est schématisé, mais c'est comme ça qu'on fait. Hein. Voilà. Mais ces phénomènes que vous observez, ils ont plutôt un aspect statique, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas se dérouler au cours du temps. C'est une image statique que vous essayez d'expliquer par une dynamique, enfin une explication théorique dynamique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, évidemment, les échelles de temps, un disque, quand je dis qu'un disque c'est dynamique, c'est vraiment le cas, puisque évidemment, on va Oui. c'est plein de choses, mais pour nous, Pas à l'échelle humaine. Pas à l'échelle humaine. Voilà, quand on observe un disque, en tout cas, pendant les prochaines générations d'astrophysiciens, on ne verra pas de différence sur les disques qu'on observe. Parce que voilà, les échelles de temps sont beaucoup plus grandes par rapport à l'échelle humaine. Mais c'est un peu, voilà, c'est-à-dire c'est de la dynamique. Et donc, quand on arrive à caractériser un objet, on arrive à se dire, ah bah, il a telle forme, telle vitesse, telle orientation, telle direction. On peut redérouler les équations, ou les faire avancer d'ailleurs, et on arrive à faire évoluer par des modèles ou par des calculs. On arrive à se dire, ah bah, le disque, dans 5 millions d'années, il aura telle forme, il aura telle structure. Et il y a quelques millions d'années, on arrive à se dire, ah bah, il avait telle structure, telle forme avant. Mais évidemment, les images qu'on observe, c'est statique. Enfin, c'est à notre échelle. D'où la difficulté, d'accord. Oui, voilà. On voit très, très peu de choses directement. On est obligé de faire dérouler on n'a que des indices. Excusez-moi, en fait, ouais, je reviens là-dessus, parce que j'ai trouvé dans une brocante à Bordeaux une sorte de table, une sorte d'amulette. Et en fait, ça date du temps de Salomon, David, ou avant. Mais ça aurait genre 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ce truc, je l'ai tenu. Honnêtement, la matière, en quoi elle est faite, j'ai la photo sur mon ordinateur. Je peux vous l'envoyer peut-être direct. Ah ouais, par fichier. Vous allez voir ça. C'est l'alu. En plus, dessus, il y a un message en fait, hein, quand même. Donc, je ne sais pas, mais c'est vraiment, j'ai eu la chance de la toucher. D'accord. Et en fait, c'est... Alors, attendez. Écoutez, excusez-moi. Je faisais juste... Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Il n'y a pas de souci. C'est sûrement très intéressant, en tout cas. Bon. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut peut-être vous libérer, Monsieur Gavino. Et vous remercier très vivement. On a vraiment... Voilà. On a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était clair. Ça nous interpelle énormément. Très bien. Très intéressant. Et ça nous pose beaucoup de questions, là. Ouais. Oui, j'espère que ça vous a plu. Oui. Si vous avez d'autres questions, je pourrais peut-être essayer de le refaire un jour. Ah oui, là, non, mais on a là, tout à apprendre. On a tout à apprendre, là. Voilà.
Nous aussi, hein, on a tout à apprendre. Bon, mais écoutez, Mais, très bonne soirée à vous. Bon courage. Merci encore. merci pour l'accueil. Non, merci Merci à beaucoup. vous. Non, mais merci à vous d'avoir donné de votre temps, c'est très sympathique. Pour la conférence, tu m'envoies le lien. On se reverra peut-être, on s'entendra peut-être à nouveau. Ah, voilà, peut-être que je rencontrerai sur Bordeaux de toute façon. Donc,